Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Il a 92 ans, dont 43 passés à la tête du Cameroun. Il s'appelle Paul Biya et est candidat à sa propre succession pour un 8e mandat. En face de lui, une opposition qui s'organise vaille que vaille, une opposition avec 11 candidats qui croient venu le moment de l'alternance. Mais quels sont les rapports de force, pouvoir-opposition, à quelques petites semaines de la présidentielle prévue au Cameroun le 12 octobre 2025? 3 Camerounais avec moi pour en parler. Alain Jules Meunier, vous êtes journaliste, consultant média, membre du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Grand soutien êtes-vous du président camerounais Paul Biya, dont vous souhaitez la réélection dès le premier tour au soir du 12 octobre 2025. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes par ailleurs écrivain, auteur de 2 livres. Le premier, c'est un essai, Code 13, le Code 13, mystique, pouvoir et politique chez Paul Biya. Ça tombe bien. Et le deuxième, c'est un roman, 4 ans et 8 mois. En tout cas, merci Alain Jules Meunier d'avoir accepté notre invitation pour évoquer la présidentielle dans votre pays, le Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Fidèle Tunkwa, vous êtes un cadre du MRC, le mouvement de l'opposant camerounais Maurice Kamto. On parlera beaucoup de lui dans cette émission. Vous êtes ingénieur, économiste, industriel. Pour vous, l'éducation, c'est la clé qu'il faut actionner, c'est le levier qu'il faut actionner en Afrique si on veut un développement sérieux de ce continent. Et c'est d'ailleurs à juste titre que vous-même, vous êtes promoteur d'une grande école primaire à Douala. Vous êtes, je l'ai dit, membre du MRPC. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce qui va se jouer le 12 octobre prochain dans votre pays, le Cameroun. Je vous remercie. Serge Éric Meunier, vous êtes essayiste, consultant, risques et opportunités, écrivain. Êtes-vous également, vous êtes l'auteur de ces 2 livres que j'ai entre mes mains. L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du 21e siècle? L'incroyable déni de l'afro-optimisme. Et le deuxième, l'Afrique face au cynisme climatique, publié aux éditions L'Harmattan, ici, Bibliomonde. Pour vous, Paul Biya ou pas Paul Biya, présidentiel ou pas présidentiel, tout est à refaire au Cameroun et en Afrique. Il n'y a pas un seul domaine qui trouve, grâce à vos yeux, où quelque chose fonctionne correctement. Mais on en parle au cours de cette émission. Exactement ça. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence cette émission par vous. Alain Jules Meunier, ce dimanche 21 septembre, on voit sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé un certain Paul Biya, en forme, saluer les membres de son cabinet, puis s'envoler avec son épouse, son directeur de cabinet civil et son chef protocole pour l'Europe. C'était quoi le message? Montrer aux Camerounais qu'il est là, que le capitaine est là, en forme. Mais écoutez, vous savez, aujourd'hui, l'actualité, et puis surtout ce que les gens racontent sur le président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est qu'il gouverne par procuration, ce qui est complètement faux. Il a prouvé chaque fois qu'il reçoit des gens au Palais de l'Unité, n'est-ce pas? Et on a vu un monsieur en forme, très en forme d'ailleurs, qui a été, n'est-ce pas, reçu en Simalène, l'aéroport international de Simalène, par le Premier ministre, par le secrétaire général du gouvernement, de la présidence de la République, et par le ministre, le DCC, directeur du cabinet civil, avant de s'envoler pour l'Europe. Ben, c'est une façon de montrer déjà aux Camerounais que voilà, il est là. C'est lui qui tient toujours, n'est-ce pas, le levier, n'est-ce pas, de commandement du Cameroun, contrairement à ce que... Le président Paul Biya tient le levier du commandement au Cameroun. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il a prouvé... Bon, maintenant, c'est une visite privée, je veux dire. Bien sûr, oui. On sait qu'il y a eu des petits problèmes familiaux. On ne va pas en parler. Donc voilà, c'est pour cela que bon, il sera en Europe et il reviendra très en forme pour sa campagne, parce que la campagne sera lancée très bientôt. Problèmes familiaux, vous dites? Voilà.
c'est ce qui se raconte. Hein, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je crois qu'il ne faut pas entrer dans ça les risque interférer avec, avec cette sortie. Non, absolument pas. Il ne faut pas le croire, justement. C'est l'erreur que les gens font. C'est-à-dire que Quand vous parlez de sortie, vous parlez de la sortie de la fille. Moi, je pense du président que... camerounais. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Mais je vous en prie, monsieur Tunquois. Nous entrons tout... dans le sujet, oui, de plein pied dans le sujet. Voilà, je vous remercie d'organiser ce débat sur le Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, est une préoccupation à la fois parce qu'il y a des élections présidentielles, d'une part, et d'autre part, parce que le Cameroun, aujourd'hui, jadis un pays dont les ressortissants marchaient la poitrine bombée, aujourd'hui, on a l'impression qu'il baisse la tête. Donc le Cameroun a besoin de se lever, de se réveiller, comme j'ai dit. Vous pensez que les Camerounais ont perdu aujourd'hui leur fierté? Oui, ça se manifeste sur tous les domaines. Ils ne sont plus le grand pays ni de Roger Mila, ni le pays qui avait un rêve industriel dans les années 80. Ni le fusil qui devait déclencher toute l'Afrique centrale. Le Cameroun n'est plus le moteur de l'Afrique centrale. Il faut que le Cameroun redevienne le moteur de l'Afrique centrale. Avant de passer à Serge-Éric Meunier, dites-moi, Alain Jules Meunier, alors je rappelle à nos téléspectateurs, vous ne vous connaissiez pas, ils ne sont pas de la même famille. C'est une pure coïncidence que les deux s'appellent Meunier sur ce plateau. Qu'est-ce qui, Alain Jules Meunier, peut motiver un universitaire comme vous, puisque vous enseignez à l'université, à soutenir ne voyez aucun esprit malin dans ma question. Hein. Qu'est-ce qui peut motiver un universitaire comme vous à préférer, parmi tous les Camerounais, un candidat qui a 92 ans? Alors, merci pour la question, mais je vais répondre à M. Tunquois qui m'a coupé tout à l'heure. Hein. Je veux dire que, contrairement à ce qui se raconte, le Cameroun est et restera la locomotive de l'Afrique centrale. Tout le monde le sait. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau de la CEMAC. Je m'arrête là. Alors, les gens ont tendance... Je veux dire que ce n'est pas un argument. Quand on n'a pas d'argument, effectivement, on s'attaque à l'âge. Je vous rappelle ce qui a plombé la candidature de M. Jospin. Vous vous souvenez? Son erreur, c'est d'avoir parlé de l'âge de Jacques Chirac, si vous vous souvenez très bien. Je crois que tout le monde a, n'est-ce pas, l'âge de ses artères. C'est tout à fait vrai. Mais nous n'avons pas, les uns les autres, la même constitution physique. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Donc, ce qui est sûr, si ceux qui passent leur temps à s'appuyer sur l'âge parce qu'ils n'ont aucune argumentation à faire valoir, oui, n'en sauront que pour leurs frais, parce que le président, d'ailleurs, je vous fais une confidence, lorsqu'il reçoit l'ancien ambassadeur Marchand, et c'est Marchand qui fait des confidences à plusieurs personnes, dont j'ai eu, bien évidemment, ces confidences-là, qui dit « il ne savait pas que le président Paul Biya avait encore toute sa tête ». Pourquoi? Parce que les gens s'appuient sur les rumeurs des réseaux sociaux. Oui. Alors il a dit, logique, dont tous que nous nous sommes dit pendant plus d'une heure, au fait de toute l'actualité, que voulez-vous de plus? Vous avez bien vu, Alain Jules Meunier, que j'ai commencé ma question, l'émission, avec l'image que nous avons observée, nous tous, ce dimanche 21 septembre à l'aéroport de Yaoundé, où le président, en pleine forme, effectivement, s'envolait pour l'Europe avec son épouse et son directeur de cabinet et civil. Mais si je pose la question, c'est juste pour que sur le plan intellectuel, on y réfléchisse profondément au-delà des particularités que vous connaissez à votre candidat. On se bat en France pour que l'âge de la retraite soit de 64 ans. Vous avez vu, les syndicats sont contre. Aujourd'hui, la réflexion existe même pour que cette loi soit abrogée et qu'on puisse ramener à 62 ans, si possible. Parce qu'on pense effectivement qu'au bout d'un certain âge, on est fatigué ou qu'on doit aller se reposer. Moi, je ne connais aucun vieux de mon village, je vais régulièrement en Afrique, qui, à 92 ans, est encore en activité. Et vous en connaissez? Bien sûr, beaucoup. D'ailleurs,
vous le savez, nous sommes tous africains. Oui. Alors, à partir du moment où l'Afrique... Vous savez, la vieillesse, c'est la sagesse. Chez nous, alors, les gens ont complètement copié mal, en fait, l'Occident. On doit se réapproprier notre culture. C'est très important, parce qu'on a tout perdu. Alors, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Les gens ne parlent que de l'âge. Parce que, justement... Mais c'est pas rien. Non, c'est tout à fait. Mais ils ne sont pas médecins. J'ai dit tout à l'heure... Ah, on est d'accord. Les Français... Monsieur, mais vous vous trompez pays. de débat, monsieur non, je ne me trompe pas de débat. Vous Ne me coupez pas, laissez-moi terminer. Vous me faites perdre le fil. Ce que je veux dire par là, quand on s'appuie sur l'âge, vous avez pris l'exemple de la France. Oui. J'ai peur de dire quelque chose. Vous êtes allé en Allemagne, vous êtes allé en Angleterre. Même les autorités françaises se plaignent que les Français sont paresseux. Vous le savez très bien. Donc, je m'arrête là, parce que bon, la France, j'aime la France, c'est mon deuxième pays. Hein. Je ne voudrais pas intervenir ce sujet-là. La France n'est pas un pays paresseux. La productivité en France est assez importante. Non, mais les ingénieurs français sont assez efficaces. Faisons donc... Ah non, mais ça n'a rien à voir. Les Camerounais sont aussi très efficaces. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, par exemple, vous vous arrêtez tout de suite. Ils travaillent plus. Sur quoi? Oui. Sur la croissance et sur le développement. C'est la vraie locomotive de l'Union européenne. Mais en Allemagne, l'âge limite pour aller à la retraite, ce n'est pas 80 ans. Mais non. Ce n'est pas 75 ans. Certes, mais arrêtons avec cette histoire d'âge. Oui. Je voulais justement chuter en disant ceci. Oui. Chez nous, les vieux, on les accompagne. On accompagne les vieux jusqu'au bout. Quand vous dites chez nous, vous dites chez nous, vous parlez je parle de toute l'Afrique. Les vieux ne se reposent pas en Afrique. Les vieux se reposent. Monsieur Mélier, le Cameroun est un pays républicain. Le Cameroun est si vous passez votre temps à me couper, monsieur Timpois, on va le laisser. Si vous passez tout votre temps à me couper... Qui a une constitution, qui a des valeurs républicaines. Je ne sais pas ce que vous entendez par parler des chiffres. On va le laisser. Je parle de chez nous. Oui. Vous parlez de l'Afrique ou du Cameroun? Je ne suis pas d'Afrique. Donc, de l'Afrique. Et l'Afrique, nous accompagnons nos vieux. C'est ça. Nul n'ignore l'âge du président. Donc en Afrique, nous devons faire travailler nos vieux. Même en France, on accompagne les vieux. Non, attention. Même en France, on accompagne les vieux. Dans tous les pays du monde. Faut pas me prêter. Bon, chutez rapidement. Oui, je veux chuter. Monsieur Timka, permettez que je chute. Nous accompagnons les vieux dans nos villages. Nous accompagnons les vieux dans nos villes. Nous accompagnons les vieux donc à la tête de l'État. Et quand donc, vous les accompagnez les vieux, parce qu'ils sont fatigués. Ça veut dire que. Pourquoi vous accompagnez les vieux? Parce qu'ils sont fatigués. D'accord. Bien pourquoi? Alors, on avance. Vous chutez. Mais je veux chuter rapidement. Il fait que m'interrompre. Allez-y rapidement. Je vais rapidement. Je dis, nous, les Africains, nous accompagnons nos vieux. C'est-à-dire, dans mon village, j'accompagnerai tous les vieux. Vous abusez un peu. Et au niveau de la présidence de la République du Cameroun, nous, militants du RDPC et la majorité des Camerounais ont décidé, à leur âme et conscience, d'accompagner le président de la République parce que aujourd'hui, c'est de la sagesse, c'est l'espérance. Vous abusez un peu du terme non africain parce que il y a d'autres pays africains, je peux vous citer plein d'exemples, où dans la Constitution, l'âge limite est fixé à 75 ans. Donc quand vous dites non africain... Malheureusement, ces gens copient mal. Ah, je copie mal. Voilà. Serge Eric, quel regard vous posez sur ces questions-là? Là, vous les observez. Mais il se trouve que vous êtes Camerounais aussi et que vous êtes concerné aussi par la problématique. Déjà, votre présentation est terrible. C'est-à-dire ça dépeint exactement le monde dystopique dans lequel on vit actuellement, parce qu'on a un candidat de 92 ans qui va se représenter, qui ne met pas en avant un bilan exceptionnel. Il a passé 43 années au pouvoir. Et bien évidemment, je n'ai rien contre l'accompagnement des vieux. Biden a été très allié et ça reste l'un des meilleurs présidents américains. C'est lui qui a mis en place l'Inflation Reduction Act. Bon, il a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale aussi. Voilà, il a diminué les bourses des étudiants. Il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Donc, effectivement, dans ce cas, l'âge n'a pas été un problème. C'est un problème en Afrique parce que c'est surtout sur le temps passé au pouvoir. C'est-à-dire que aux États-Unis, on peut avoir des présidents très âgés, mais pas pour autant de temps. Là, on a quelqu'un qui passe 43 années au pouvoir et qui estime qu'à 92 ans, il a encore
toutes les raisons de promettre. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que par rapport à son âge, la moyenne de la population, 60% de la population, c'est moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Il y a un décalage déjà entre l'élite qui l'incarne et les aspirations de la population. Moi, je regardais récemment, il y a un très bon sondeur africain, c'est le meilleur que je vous recommande, c'est Afrobarometer, qui a publié un sondage il y a à peu près 2 semaines auprès de 35 pays africains. Le premier sujet qui est ressorti, c'est le chômage des jeunes. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les préoccupations, il disait il faut qu'on travaille. Le Cameroun, par rapport à ça, se situe où aujourd'hui? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que, à la rigueur, qu'il ait 100 ans et qu'ils veulent repartir de nouveau, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il promet de faire? Le Cameroun plonge dans la pauvreté. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire que le Cameroun reste très pauvre. Avant, il y avait l'argument, il y a encore une dizaine d'années, que ses soutiens mettaient en avant. Et c'est vrai qu'on observait l'environ, effectivement, ça paraissait pertinent, parce qu'on mettait en avant le fait que le pays est stable. Mais ça aussi, ça a volé en éclats, parce que derrière, il y a l'extrême nord qui est devenu impraticable. Il y a le nord-ouest également. Donc, il n'y a aucun élément qu'on pourrait lui créditer aujourd'hui dans sa démarche de pouvoir rester au pouvoir. Et c'est là tout le problème. Et le problème est d'autant plus compliqué que même s'il arrive à partir, ce qui paraît aujourd'hui improbable, le niveau de pourrissement du pays est tel qu'on imagine mal comment il pourra retrouver une stabilité avec toutes les chapelles qui gravitent autour et qui essaieront, elles aussi, de s'accaparer. Ça, c'est un point très important, celui que vous évoquez là. Monsieur Tunkwa, votre candidat, enfin, vous n'en avez plus, ou du moins, j'ai beaucoup hésité par rapport au professeur, au respectable professeur, il faut quand même le dire, Maurice Kamto, l'opposant camerounais, dont la candidature a été recalée par le Conseil constitutionnel de votre pays. Brutalement. Pardon? Brutalement. Comment vous vivez ça et comment vous organisez-vous aujourd'hui face à la candidature du président Paul Biya, qui, si on s'en tient à l'analyse de Serge Éric Meunier, va de toute façon remporter cette présidentielle le 12 octobre, selon lui? Monsieur Éric Meunier a tout à fait raison de rappeler la situation du Cameroun aujourd'hui. Je crois que partisans ou non partisans du président Biya doivent regretter la situation économique, sociale du Cameroun d'aujourd'hui. Nous avons un pays où, selon les chiffres de la Banque mondiale, est à la pauvreté généralisée. Ça veut dire quoi? Sur 28 millions de Camerounais, 10 millions sont au seuil de la pauvreté. Les chiffres de la Banque mondiale, 10 millions sont au seuil de la pauvreté. Ça veut dire pratiquement 2 Camerounais sur 5 sont au seuil de pauvreté. C'est quoi le seuil de pauvreté? Aujourd'hui, au Cameroun, le seuil de pauvreté est de 813 francs CFA par jour et par personne. Ça veut dire que nous avions dans la rue, au Cameroun, 2 personnes sur 5 qui ne peuvent pas dépenser pour se nourrir plus de 813 francs. Ce chiffre reflète une réalité. Comment? Supposons que ce chiffre était de 1000 francs CFA. Sur 30 jours, ça fera 30 000. Est-ce que au Cameroun, il est facile de trouver des gens qui ont plus de 30 000 francs par jour? On trouvera donc 10 millions... Non, par mois, vous voulez dire. Par mois, oui, je veux dire. Mois. Donc, on trouvera donc que ce pays s'appauvrit. Nul ne doit être satisfait de cette situation. Je ne pense pas que mon compatriote doit être satisfait d'apprendre que le seuil de pauvreté au Cameroun
touche 10 millions d'habitants, selon la Banque mondiale. Et il a le temps, il va pouvoir vous répondre après, Oui. après une coup de pause. Je propose qu'on marque Allez-y. quelques secondes de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Sur NCA, je le rappelle, est désormais sur le bouquet Canal+, 573. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun qui tient sa présidentielle le 12 octobre 2025. Mes trois invités camerounais sont toujours avec moi, Alain Jules Meunier. Une question pour commencer rapidement cette deuxième partie. Deux mots ont été cruciaux dans la première partie de notre émission. Serge-Éric Meunier parle du pourrissement, parlant du Cameroun, du pourrissement. Le Cameroun, le système camerounais est tellement pourri, a-t-il souligné, et M. Tchinkwa parle de pauvreté. 10 millions de Camerounais qui ne peuvent pas se nourrir correctement, se soigner correctement, scolariser correctement leurs enfants. Et il y a Alain Jules Meunier dans cette émission qui souhaite la réélection du président Paul Biya dès le premier tour, après qu'il a passé 43 ans à la tête du Cameroun. Quels sont vos éléments de satisfaction et qui vous motivent à soutenir cette Alors, candidature? permettez-moi déjà de m'inscrire en faux face à toutes ces allégations-là. Ah, ce sont des allégations. Alors, des propos lunaires, je dirais, simplement parce que j'ai l'impression que ces gens, n'est-ce pas, M. Meunier et M. Tchinkwa, ne connaissent pas le Cameroun. Ah, ils connaissent pas. Je le dis, pourquoi? Je le dis simplement parce que moi, je sors du Cameroun, hein, vous savez. Et j'y étais il y a quelques jours, on va dire ça comme ça. Tout va bien au Cameroun. Attention, dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul pays où tout va bien. Ça n'existe nulle part. D'accord. En revanche, ce que j'ai envie de dire, s'appuyer sur les chiffres de la Banque mondiale, etc., ça ne veut absolument rien dire à partir du moment où chez nous, il reste ce qu'on appelle la solidarité. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que, contrairement à tout ce que vous avez entendu, cher Richard, je vais vous dire, la solidarité entre le Cameroun, si vous n'avez rien à manger, j'ai rien à manger. On a beau être solidaire, mais on va tous crever ensemble. C'est complètement faux. Ah, c'est complètement faux. Je dis, chaque Camerounais, je je ne vous ai pas interrompu. Oui, s'il vous plaît, on va le respect là. Alors, au Cameroun, aujourd'hui, je vais vous dire, hein, quand je parle de locomotive de l'Afrique centrale, quand je dis que mes compatriotes ne connaissent pas le Cameroun est le seul pays, je dis bien, d'Afrique subsaharienne où, dans ces 10 régions, il y a un hôpital général. Je dis bien 10 régions. Ça n'existe nulle part. Allez en Guinée équatoriale, allez au Gabon, allez en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai la chance d'aller dans ces pays-là. J'ai la chance d'avoir de la famille en Guinée équatoriale, j'ai la chance d'avoir de la famille au Gabon. J'ai la chance d'aller tout le temps en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire, aujourd'hui, il ne faut pas ignorer le fait que, effectivement, sur le plan même mondial, il y a eu des crises. Alors, le Cameroun n'est pas hors du monde. Nous sommes sur une planète. À partir du moment où il y a des problèmes partout ailleurs, au nom de quoi, par quelle alchimie, le Cameroun s'en sortirait comme ça, comme par une alchimie spéciale,
Donc, je vais vous dire, Il ne s'agit Mais pas on peut- d'alchimie. non, non, non. Il ne s'agit pas non, mais d'alchimie. vous avez Mais l'art. allez-y Non. très rapidement. Il s'agit pas Je suis d'alchimie. Monsieur Timko, vous avez allez-y l'art. rapidement, il va vous pays répondre. se construit. Oui, mais justement, il peut attendre. Oui, Monsieur et soyez Timko. plus concret. Monsieur Timko. Et Oui, oui. ça, Oui, non, mais c'est une allez, façon de dire. Julie. Je vais vous dire, je prends des exemples simples. Hein. Je prends Oui. des exemples simples. Oui. En 1982, le Cameroun n'a même pas 1500 km de route bitumée. Et Maintenant, il y a plus de 10 000. Attendez. Attention, j'ai monsieur. Oui. Faites attention à ce En que vous dites. 1982, le Cameroun a un tissu industriel. Le Cameroun fabrique vous avez l'art. Monsieur Tchoukwa, Vous avez l'art. faites l'effort de le laisser finir. Allez-y Vous avez rapidement. l'art d'interrompre les. Allez-y rapidement. Et- Allez, et, je me dis. par exemple, entre 2018 et 2025, le Cameroun a construit plus de 2000 kilomètres de routes bitumées. Est-ce qu'ils le savent? S'il vous plaît. Non, mais attendez, c'est ça qui est quand même formidable. C'est-à-dire que moi, je parle avec des chiffres, pas les chiffres. Mais il y a qu'on la sort. réalité non, aussi. la des réalité, c'est pour ça que je Camerounais. dis que moi, je suis au Cameroun. Ah ben, Je vais au Cameroun tout le temps. Depuis 2022, J'étais au Cameroun au mois de juin, monsieur, hein. je suis au Cameroun tous les 3 mois. J'étais au Cameroun au C'est mois une de façon de juin, vous dire hein. que c'est une façon de vous dire que vous ne connaissez pas le Cameroun. C'est-à-dire si votre Monsieur, j'étais au Cameroun Cameroun, il y a- si votre au mois Cameroun, de monsieur juin, Tim, quoi, c'est J'étais au limite Cameroun. à Douala. Alors, Attendez, la seule route, c'est alors, limite à mais comme on n'a Douala. pas assez La de route, temps, Et, s'il vous plaît, s'il vous plaît. à Douala On va s'arrêter. et à Yaoundé. Banganté, ou peut-être à Yaoundé. Je suis désolé, Ok. vous ne connaissez pas le On Cameroun. va s'arrêter Monsieur sur les le- deux éléments que vous avez évoqués. Oui. Les hôpitaux régionaux, et vous ne nous expliquez pas. Si vous êtes allé Avec visiter des ces scanners, hôpitaux, attention, comment ils sont scanners et équipés, tout ça. avec un personnel. Et Un si les plateau Camerounais technique. peuvent se soigner Si, facilement. un plateau technique, d'accord. nickel chrome. Faites vos enquêtes, vous D'accord. verrez que ce que je Très dis bien. est vrai. Beaucoup de Camerounais ne sont pas au Très courant bien. de ça. Ils ne sont pas au courant. Donc Oui, les il faut le Camerounais dire. au Cameroun, Donc, on a un c'est problème pas de- qu'il y on a a un des problème. hôpitaux. On a un Ça veut problème. dire qu'ils meurent. Non, on a Et un pourtant, problème. il y a des Le hôpitaux. véritable problème, je vais vous Ok, dire. il- Je non, mais suis il le va- véritable problème, c'est qu'il y a effectivement, et il faut le dire, quand il y a des manquements, hôpitaux et des routes, il y a mais ils un sont pas au manque- courant. il y a un manque de communication. Je parlais des hôpitaux. Alain Jules Meunier. Voilà. faut Il y a dire des la vérité. hôpitaux Il y a au Cameroun, des- mais les Monsieur, Camerounais toutes ne sont les pas- régions. Très bien. Toutes les Monsieur, régions. c'est très Meunier, bien. pardon Il va de- vous répondre. Monsieur Meunier, nous sommes des Camerounais. Notre souhait, mon souhait, est de voir que tous les Camerounais aient accès à la santé. Mon souhait, c'est que le défaut d'infrastructure ne soit pas une source de hausse de prix sur les matières, sur les légumes, Il le dit bien dans sur son les livre. tomates, C'est- et qui augmente les prix et qui génère l'inflation. Saviez-vous quelle est l'inflation au Cameroun aujourd'hui? La CEMAC dont vous évoquiez fixe l'inflation de la région à 3,5. L'inflation au Cameroun national est de 5,6. À Maroua, au nord Cameroun, l'inflation est de 7,3. À Yaoundé, que peut-être vous connaissez bien, l'inflation est de 5,6. 5,3, puisque la moyenne... Voilà. Mais la moyenne souhaitée par la CEMAC est de 3,5. Monsieur Meunier, il ne s'agit pas que nous faisons des incantations. Nous sommes Camerounais. Ce que nous souhaitons, ce que moi je souhaite, c'est que le régime en place donne le meilleur aux Camerounais. Le gouvernement, s'il vous plaît. Arrêtez le mimétisme. Soit, D'accord. Non, oui, le gouvernement, pouvoir, le arrêtez gouvernement. le Soit- régime, ça doit- soit le meilleur, soit le meilleur pour les Camerounais. Ça serait mon souhait. Et ça, c'est... Vous aviez évoqué les routes. Si des Camerounais au Cameroun vous entendez, ils vont frémir. J'ai été au Cameroun, j'ai vu une seule route qui m'a beaucoup plu. À savoir, j'ai quitté Bafoussam, passant par Banganté, dont vous évoquez, je suis arrivé à Yaoundé. J'ai vu une rue qui était bien. Mais moi, à Douala, je n'ai pas vu de route. Je n'ai vu que des délabrements. À Yaoundé, aller au nord Cameroun, des infrastructures. Monsieur Fidel, Monsieur, tu c'est crois, plus. tu crois, alors très bien, ça tombe bien parce que, et vous le dites bien,
dans ce livre, Serge et Éric Meunier, parlant notamment de la question des infrastructures. Premièrement, les routes de mauvaise qualité ou inexistantes empêchent le commerce et l'accès au marché, limitant ainsi les possibilités économiques pour les populations locales. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'après Mao, il y a Deng Xiaoping qui arrive. Effectivement, il y a le problème des agriculteurs chinois qui se pose. Il se trouve qu'ils ont à peu près les mêmes indicateurs entre les agriculteurs chinois avec 0,6 hectares par personne. En Afrique, c'est à peu près pareil. Sauf qu'il fallait acheminer les marchandises vivrières vers les grandes villes. C'est là où on les vend plus cher et du coup, derrière, ça stimule les agriculteurs à produire plus. Et il y avait 2 leviers sur lesquels il fallait jouer, le transport, la logistique, les routes, et puis l'encadrement des agriculteurs. C'est comme ça, des paysans. C'est comme ça qu'ils ont pu ajouter de la valeur à ce qu'ils produisaient et produire beaucoup plus. Et l'autre comparaison avec la Chine au début des années Deng Xiaoping et l'Afrique, et plus particulièrement le Cameroun, c'est que la majorité aussi de la population est dans l'agriculture. Et pourquoi on a noté une chute de la pauvreté? Parce que les revenus des agriculteurs, qui représentaient la plus grosse part dans la société, ont progressé. C'est-à-dire que dans les statistiques, c'est ce qui est indiqué. Je vais revenir tout à l'heure, parce qu'il y avait... je ne pouvais pas intervenir, mais il y avait des choses. Donc, il y avait 3 points. Le premier point, c'était quel pays n'a pas de problème? Il y en a quelques-uns. Les pays qui n'ont pas les problèmes, c'est les pays où tout le monde veut aller. Les pays où tout le monde fait la queue pour avoir les visas. Ces pays, a priori, n'ont pas les problèmes. À moins que les gens qui fassent les demandes de visa soient assez stupides pour aller où il y a des problèmes. Mais à preuve du contraire, je ne crois pas. Certains ont des diplômes, savent lire et écrire, amènent leurs enfants. Donc, ils sont à peu près sûrs que là-bas, c'est mieux que là où ils partent. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'était sur les chiffres de la Banque mondiale. Heureusement qu'on a des chiffres de la Banque mondiale, parce que vu le manque de données en Afrique, on serait complètement... Au Cameroun, il y en a. L'Institut national statistique approuve ces chiffres-là. Et les économistes camerounais approuvent ces chiffres. Beaucoup de données manquent encore, mais il y a des chiffres. Mais après, on ne peut pas contester les chiffres à chaque fois. Il y a des règles statistiques, comptables, etc. C'est comme dans un terrain de foot. Il faut bien qu'on se repose sur certains critères pour savoir qui a gagné ou pas. Donc ça, c'est le truc. Et le troisième point, c'était la solidarité. Il faudrait une fois de plus, aujourd'hui, mettre fin à ce mythe de la solidarité en Afrique. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'un mythe. La solidarité existe en France. Il y a un système où les gens payent pour les gens qui ne connaissent pas. Il parlait de solidarité intrafamiliale. C'est pas ça la solidarité. Il la faut organiser et la solidarité, structurer. c'est quelque chose d'organisé, structuré, C'est ça qu'il nous faut au Cameroun. Institutionnalisé, c'est ça la solidarité. La solidarité, c'est que moi, je peux me retrouver à payer certains mois énormément d'impôts sans forcément en bénéficier, mais parce que derrière, je sais que ça sert à d'autres personnes qui sont dans le besoin et je pourrais me retrouver dans la même situation un jour et j'aurai droit et accès au même système. C'est ça la solidarité. Il y a cette bienveillance occidentale qui a vu des Africains manger tous dans la même assiette, qui sont revenus à Paris et qui se sont dit « Ah, les Africains, ils sont solidaires ». C'est pas ça la solidarité. Mais ça signifie aussi quelque chose. La solidarité, si elle existait en Afrique, il n'y aurait pas des dirigeants africains qui sont dans les caisses pour venir les planquer. Alors, Serge et Éric Meunier, tout comme Fidèle Tchoukou, excusez-moi, moi je ne suis pas de l'opposition camerounaise, je ne suis pas activiste, je suis journaliste et j'essaye de faire mon travail avec le plus d'objectivité possible. Et je dois dire, à la décharge de M. Alain Jules Meunier, et en hommage aux Camerounais, qu'il est difficile de faire croire que les gens meurent de faim au Cameroun. Le Cameroun reste quand même le grenier de l'Afrique centrale. Et moi, à titre personnel, étudiant en Allemagne, j'ai eu des camarades camerounais dont les mères ont vendu de la banane plantain pour les envoyer à Londres, au Canada, en Allemagne, étudier. On ne peut pas on peut pas laisser dans cette émission dire que le Cameroun, qu'il y a la misère au Cameroun, que les gens ne mangent pas à leur faim. C'est le seul pays probablement du continent. Monsieur Richard, il faut que je rectifie. Hein. C'est le seul pays où les gens n'attendent pas le pouvoir pour manger. Vous vous trompez dans le temps. Je vais vous situer. Le Cameroun
a été le grenier presque même de l'Afrique centrale. Oui. Les gens... Et il l'est toujours. Les gens vous serez surpris parce que je vais vous révéler. Non, je peux me tromper. Hein. Permettez-moi, les Camerounais cultivaient, avaient leurs produits, ils allaient vendre au Gabon. Ils allaient vendre en Guinée équatoriale. C'est le cas, non? Aujourd'hui, en rayon des surcoûts dus au transport, dus aux taxes, les mêmes personnes sont allées s'installer au Gabon et en Guinée et produisent sur place. Ce qui fait que si on regarde le flux commercial entre ces pays et le Cameroun, on verra que malheureusement, il y a certains produits qui sont vendus depuis le Cameroun ou la Guinée vers le Cameroun. Malheureusement, mais ce que vous dites, ce fut probablement l'âge d'or. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est complètement faux. aujourd'hui. Et les importations alimentaires extra-africaines ont progressé dans la même trajectoire. D'accord. Regardez encore récemment la Centrafrique et le Tchad, qui pour certains, pour leur transport passé par le Cameroun, ont été obligés de dévier, aller vers le Congo. Monsieur Meignet le sait. Donc, Monsieur Meignet, il ne s'agit pas. Il y a toujours une cargaison de nourriture qui passe du Tchad vers Ngaoundéré enfin, qui quitte le Cameroun via Ngaoundéré pour alimenter le Tchad toujours. Non. Non, ce n'est plus le cas. Non, je Très crois bien. Alors, on va avancer dans cette émission. Confusion parce que on va jamais les gens. J'essaie de nuancer un peu leur pessimisme. Allez, on avance dans cette émission. Alors, je vous disais que j'avais du mal à cerner la situation actuelle de Maurice Kamto, celui qui fut le leader du MRC, votre parti, puisque nous sommes en train de parler dans cette émission des rapports de force pouvoir-opposition à quelques jours de cette présidentielle. Le Conseil constitutionnel a recalé sa candidature. Ça, c'est connu. Quelle est sa situation actuellement? Aujourd'hui, parlant de la place du président Maurice Kamto, aujourd'hui, le président Maurice Kamto, suite au recalage brutal du Conseil constitutionnel de sa candidature, cassant ainsi le rêve des Camerounais, le président Maurice Kamto, il est devenu comme un guide, une référence pour la classe politique actuelle aujourd'hui. Vous aviez évoqué 11 candidats de l'opposition. Il défile tous ces jours-ci pour aller rencontrer M. Maurice Kamto. Il y a eu M. Akere, il y a eu M. Issa Tiroma, Bello Bouba, Mme Dame Joya, qui est partie hier ou aujourd'hui. Tous vont vers la lumière, vers la sagesse dont il évoquait. Donc le président Maurice Kamto est devenu aujourd'hui non plus comme le chef d'un exécutif, mais comme un guide de l'opposition camerounaise. Guide. Pourquoi il émerge? Il émerge en raison de ce que M. Meignet ne veut pas accepter, des problèmes aujourd'hui que les Camerounais, les Camerounais doivent faire face. Que l'on soit opposant ou pas, on doit constater qu'il y a un problème de logement au Cameroun, qu'il y a un problème d'énergie, qu'il y a un problème de on va rester dans la campagne qui commence dans quelques jours. Le président Maurice Kamto... On peut espérer effectivement que l'union à laquelle appelle, et d'ailleurs, au lieu de parler de lui, on va écouter d'ailleurs un extrait de son discours prononcé il y a quelques petites semaines à Paris, en prélude justement à sa candidature devant le Conseil constitutionnel. Mes chers frères et sœurs, ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés et on nous a perdu 40 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la victoire. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêtée en 2010. Monsieur Tunkwa, l'union sacrée à laquelle appelle Maurice Kamto dans l'extrait qu'on vient de suivre, elle aura lieu au Cameroun. L'union sacrée de l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise est en train de s'organiser pour faire émerger un candidat. Les difficultés sont là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance vers
Bello Bouba et Isaac Chiroma, l'ancien ministre. L'ancien ministre. En ce qui concerne le MRC et le président Kamto, ils ont demandé aux candidats qui postulent à la présidence de faire émerger un consensus au terme duquel ils peuvent choisir un candidat. Alors nous suivrons. Voilà, nous attendons. Telle est la position du président Maurice Kamto et celle du MRC. Nous faisons cette émission le 22 septembre. La campagne électorale commence dans quelques jours. La présidentielle, c'est le 12 octobre. Vous avez vraiment le temps d'atteindre cet objectif d'union et de désignation d'un candidat unique de l'opposition susceptible de battre Paul Biya? Il revient aux populations camerounaises de voir en ces candidats l'un d'eux qu'ils pourront adhérer et suivre. Ça serait la volonté des Camerounais. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission, troisième et dernière partie de Frontal, le rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Visiblement, l'année 2025 est une année électorale sur le continent. Le 12 octobre, les Camerounais iront aux urnes. Le 25 octobre, les Ivoiriens iront aux urnes. Le 23 novembre, les Bissau-Guinéens iront aux urnes élire le président. C'est une véritable année électorale, l'année 2025. Serge Eric Meunier, vous aviez dit quelque chose dans la première partie de l'émission sur lequel j'aimerais bien revenir. Je sais que ça va rendre malheureux notre ami Tchounkwa. Vous dites la machine RDPC, la machine Biya est telle que au soir du 12 octobre 2025, on ne peut pas avoir un autre vainqueur que Paul Biya. Ce serait pour le coup une vraie surprise que ce soit différent, bien que ce soit pas du tout ce que je souhaite. Il se trouve que l'idée est, pour contrebalancer cette trajectoire qui s'annonce, c'est une coalition autour d'un candidat. Mais le problème dans des pays faibles institutionnellement, c'est que il demeure le problème de la sincérité du vote. Parce que celui qui organise les élections a les outils pour favoriser le résultat. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, dans votre introduction, vous me présentiez comme étant plutôt pessimiste, quelle que soit l'issue. C'est justement par rapport à ça. C'est-à-dire que la faiblesse institutionnelle fait que le système est fait pour fonctionner. Autrement dit, on le dit souvent beaucoup plus trivialement, on ne peut pas organiser les élections et les perdre. C'est ce qui... il y en a qui l'ont perdu, hein. Et c'est ça, en fait. Au Bénin, on l'a connu plusieurs fois au Bénin. C'est l'un des rares exemples démocratiques en France, le Bénin et le Sénégal. Au Sénégal, bien sûr. Qui échappent à cette malédiction. Et puis il y a des pays anglophones aussi. Hein. Oui. Au Libéria, George Weah a organisé, il a perdu. Ah oui, bien sûr, il est parti au Ghana, bien sûr. Non, mais en Afrique francophone, c'est un problème en francophone. Il y a un vrai problème. Et là, après la Côte d'Ivoire aussi,
Voilà. Mais il y a un vrai problème. Et personne aujourd'hui ne peut dire ce qui va se passer. Au Cameroun, c'est beaucoup plus rassurant que la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais il y a un problème par rapport à ça. Il n'y a aucune garantie que même avec un candidat unique, arithmétiquement, qui pourrait faire la différence, que ça se confirme dans les résultats. Puisque les jeux sont faits, consacrons le reste du temps de cette émission à approfondir les réflexions qui sont transversales aux pays du continent et qui transcendent le Cameroun. Vous dites quelque chose. Serge Éric Meunier à la page 63 de ce livre. L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle? L'incroyable déni de l'afro-optimisme. Vous dites, je vous cite, Serge Éric Meunier, l'absence d'un agenda holistique, enfin global. L'absence d'un agenda holistique avec des projections à long terme et des anticipations de réponses à tous les niveaux indique que le continent se dirige vers une catastrophe. Il y a le changement climatique qui est un bouleversement que l'humanité n'a jamais connu, qui est autoritaire, qui ravage les cultures. Ça, c'est pas la faute de Paul Biya. Voilà, c'est pas, justement. Et derrière, pour une fois, comment on s'organise Comment on s'organise par rapport à ça? Parce qu'on constate que le changement climatique ne provoque pas les mêmes conséquences selon là où on se trouve. Les sécheresses, il y a 2 exemples très pratiques. Il y a eu les mêmes sécheresses, déjà ils sont très proches, entre l'Espagne et le Maroc. On s'est rendu compte que les impacts sur les agriculteurs n'étaient pas les mêmes au Maroc qu'en Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne avait des infrastructures pour tempérer les effets du changement climatique et le Maroc pas du tout. Donc c'est tout ça l'enjeu. C'est-à-dire que comment on s'organise aujourd'hui avec ce changement? Comment on s'organise aujourd'hui avec l'arrivée d'un homme comme Trump qui plonge la planète entière? Mais au-delà de la question climatique, Serge Éric Meunier, quand vous parlez d'absence de projection à long terme, j'entends vision sur tous les plans, politique, économique, etc. Nous sommes dans le tout de suite, nous ne sommes pas on ne s'inscrit pas dans le long terme, mais ça vient d'où et comment on y met fin? Pourtant, nos intellectuels, nos élites ont été formés, ont des compétences, ils ont de grands diplômes, ils ont fait de grandes universités. Qu'est-ce qui fait qu'une fois retournés au pays, on n'arrive pas à mettre en œuvre les connaissances théoriques que nous avons apprises? Les systèmes, les mauvaises habitudes, la faiblesse des institutions, qui font que les gens, bien qu'ayant été formés à l'étranger avec un très bon niveau de compétences, se fondent dans le système déjà parce que pour qu'ils puissent, eux, gagner leur vie, ils ont besoin de rentrer et d'utiliser les codes du système qui contrôle tout. C'est tout ça l'enjeu, le problème. On le voit, je reviens encore là-dessus, je m'excuse, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que où on a un candidat qui paraît évident pour tout le monde, pour ne pas le citer, Tidjane Thiam, parce qu'il est a priori compétent. Et il y a le système qui se déploie. Et c'est tout ça l'enjeu. Le problème, il est là. Et tant qu'on n'aborde pas ça, on aura ce qu'on fait, c'est des chaises musicales. On aura beau mettre telle ou telle personne. Moi, je regarde toujours... Depuis très longtemps, je suis focalisé sur l'Asie parce que je pense qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre l'Asie et certains pays, oui, bien sûr, et certains pays africains. Ça, c'est très vrai. Et depuis les années 60, les deux trajectoires se sont séparées. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on avait des présidents autoritaires qui savaient ce qu'ils voulaient, plutôt scientifiques, pas corrompus. Aucune maison à Paris, on ne les voyait pas. Le président chinois, combien de fois il était à Paris? Et il n'y a pas d'élection là-bas. Pourtant, ils sont maintenant une royaume à Singapour. De cette référence à l'Asie sud-est pour chercher les éléments de solution. Je voudrais commencer ce sujet. Il est vrai, comme il insinue depuis, que quand on regarde les années 1958, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Malaisie, ils sont au même niveau que le Cameroun. Et pourtant, ils ont les mêmes dotations économiques. Qu'est-ce que j'entends par dotation économique? Au Cameroun, on trouve du cacao, on trouve de l'EVA. Il en est de même en Malaisie.
Faut pas les mêmes opportunités, Oui. même potentialité. Oui, on dit en économie, les dotations économiques, oui, bien les sûr. matières premières. Bien sûr, bien sûr. Donc, au Cameroun, il y a des problèmes ethniques que l'on aborde souvent. En Malaisie, il y en a. Quels étaient les problèmes ethniques en Malaisie? En Malaisie, il y avait les Malais, il y avait les Chinois, les Indiens qui s'entretuaient entre eux, qui se coupaient la tête. Mais il y a eu un grand homme, un médecin, j'ai oublié le nom, qui est venu, ils se sont unis, ils ont mis fin, véritablement fin à la colonisation britannique et ont choisi de développer leur pays. Au Cameroun, malheureusement, il n'y a pas eu rupture de la période coloniale et la période dite de l'indépendance. C'est la jouissance. C'est ce voilà. que Dumont... En quoi, sur le plan économique? Sur le plan économique... L'Afrique noire est mal partie. C'est ce que René Dumont disait. Oui. C'est-à-dire que les élites africaines ont remplacé les colons. Donc, ils ont perpétué un système... voilà. Pour l'illustrer, par exemple, en Malaisie, on produit l'EVA. Au Cameroun, on produit l'EVA. On produit l'EVA au Cameroun, on le prend brut, on envoie en Europe. En Malaisie, on produit l'EVA, on le transforme. On fabrique les fibroscopes, on fabrique les pneus. Ce qui donne quoi? Ce qui valorise, ça crée de l'emploi. Quand on a de l'emploi, on a le logement. Quand on a l'emploi et le logement, on a la santé, Monsieur Migné. Voilà, donc, ils ont transformé, leurs matières premières ont été transformées pour ajouter de la valeur. Au Cameroun, on a vendu le bois brut, on ne l'a pas transformé pour augmenter nos revenus. Voilà, donc, si l'on veut dire qu'aujourd'hui, vous avez mis, quels sont les grands défis qui attendent? Oui, c'est ça, c'est ça. Au terme de ces élections, ce qu'il faut pour le Cameroun, que ce soit le gouvernement supporté par Alain Jules Meunier, mon compatriote, et que ce soit de l'opposition camerounaise, l'impératif qui est transversal, vous utilisez ce mot tout à l'heure, pour tous les Camerounais, c'est la transformation de nos matières premières. Ça veut dire le fer que nous avons, on doit le transformer. Faire de la sidérurgie, ça va créer des emplois pour tous les Camerounais. Monsieur Tchinkwa, la question générique de base que j'ai posée, c'est pourquoi l'ingénieur camerounais et l'ingénieur malaisien, formés dans la même école, une fois retournés dans leur pays, ne se comportent pas de la même manière? Monsieur, pourquoi? En réalité, il ne s'agit pas... En Chine, par exemple, les ingénieurs et tout n'étaient pas formés en Europe. Oui. Ils les ont formés sur place. Au Cameroun aussi, on a formé des ingénieurs agronomes, des ingénieurs de civils. Oui. Mais on est dans un système que tous les gens ont décrit comme il n'y a pas eu rupture à l'indépendance. Pendant la période coloniale, il n'y a pas eu la volonté du colon d'industrialiser, de faire que nous soyons... Mais les Malaisiens n'ont pas attendu que quelqu'un le fasse. Mais ils ont renversé. Ah oui, mais ils ont renversé le colon et il y a eu rupture. Vous saviez que la Malaisie était une colonie britannique. Il y a ce que l'on appelait l'Indirect Rule. Oui. L'Indirect Rule, ça veut dire colonisation indirecte. L'Indirect Rule... L'administration. Voilà. La politique coloniale de l'Afrique... francophone, française, équatoriale et tout le reste, a été l'administration directe. Donc, la Malaisie a fait une rupture. Le Cameroun n'a pas fait cette rupture. C'est-à-dire que ce soit le président Biya, que ce soit le président Ahidjo, il faut que ce soit les nouveaux dirigeants du Cameroun. Aujourd'hui, on constate une certaine chiromania. Ça ne suffit pas. Il faut que les responsables camerounais prennent en main le fait qu'il faut de l'industrie, il faut industrialiser le Cameroun pour le bénéfice de tous les Camerounais. Il faut transformer pour créer des revenus pour donner cela aux Camerounais. Je pense que M. Meunier doit adhérer à cette option-là. Je vous laisse la parole. Oui. Et sauf que l'aspect, oui, et Alain Jules Meunier, l'aspect sur lequel j'aimerais que vous insistiez surtout, et par rapport auquel il faut apporter un éclairage, c'est comment se fait-il que nous n'avons pas, je m'inclus dedans, ça me concerne, tout le monde est concerné, la culture du bien public. Parce que tout ce qu'il dit là, si tu n'aimes pas ton pays, si tu n'as pas le souci du bien, de l'intérêt général, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui fait que
Quand nous sommes à des postes stratégiques, nous pensons d'abord à nous-mêmes, à nos poches et aux nôtres. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en avant l'intérêt général? Ben, écoutez, l'Africain, ça je le reconnais, hein, il faut dire la vérité, l'Africain est jouisseur. Ça, c'est une réalité. Alors, on parlait tout à l'heure de... C'est ça l'excuse? Non, c'est pas une excuse, justement. C'est pas une excuse. Mais je crois quand même qu'il faut dire certaines vérités. Hein. Oui, on peut jouer ensemble aussi. Il y a une culture anglo-saxonne. Vous avez évoqué l'Asie du Sud-Est. Il s'avère que je suis spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Oui. Justement, j'ai fait un master concernant la Chine, Pakistan, etc. Nous avons tous la même culture. Donc, hein, en fait, je me suis imprégné en fait, de cette culture-là. Bon, est-ce que j'ai eu la force, l'opportunité de pouvoir mettre ça en pratique chez moi? Non, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de nous brandir tel comme la personne, le Messie qui va apporter ceci ou cela, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on était encore dans la politique de l'homme qui reçoit tout le monde. Franchement, c'est un sacré vaudeville, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est... C'est une espèce de théâtre de boulevard. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un, on dit souvent qu'il faut entrer dans le système pour tout changer. Voilà quelqu'un qui était dans le système pendant 7 ans. Tu parles d'Issa Chiroma, là? Non, attention, de son champion. Ah, de Maurice Kamto. Qui est resté 7 ans au gouvernement, qu'est-ce qu'il a changé? Rien du tout. Ouais, il était ministre. Non, mais attendez, on peut changer quand on est... Alors là, encore une grosse falsification. Je ne veux pas parler de ça parce qu'il y avait il y avait des experts de partout. Bref. Oui, c'est vrai. Bref, des gens vrai. se sont accaparés de ça malhonnêtement, malheureusement. Non, mais il a joué un rôle important. Comme tous les autres. Comme tous les autres, professeur Owona et tous les autres. Bref, mais ne ramenez pas le débat à une question de personne. C'est vous qui me parlons du système. Non, je suis en train de dire de la mentalité qui nous arrière. Oui, tout à fait. On est resté effectivement, j'adhère à cela, c'est-à-dire que la colonisation française est telle que, je l'ai dit, et je le dis tout le temps, la France n'est jamais partie. À partir de ce moment-là... C'est ça l'excuse encore aujourd'hui, en 2025. La France n'est jamais partie. Peut-être qu'il n'y a pas eu cette volonté politique, je ne vais pas dire, parlons trivialement, de bouter hors d'Afrique ou du Cameroun la France. En revanche, il faut comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas... dans une dynamique, n'est-ce pas, l'espèce de brutalisme où on va carrément dire aux gens de partir. Il faut gérer les choses de bien belle manière. Alain Jumelet, le franc CFA est un obstacle. Votre compatriote l'a dit, le Cameroun, c'est plus de 60% ce sont plus de 60% qui ont moins de 25 ans. Quand nous avons l'occasion de parler comme ça de ces problématiques, soyons concrets. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que pour réussir à un concours, il faut connaître des gens? C'est ça la vraie question. Oublions, est-ce que ça c'est aussi le problème de la France? C'est la France qui fait que pourquoi je réussisse à un concours au Cameroun, je connaisse quelqu'un. Je vais vous dire. Ou que je paye de l'argent. Je vais vous dire, c'est encore des rumeurs. Ah, c'est des rumeurs. Il y a des cas. Mais ce n'est pas spécifique au Cameroun. Mais si vous pensez que c'est des rumeurs, il n'y a pas de problème. On parle du Cameroun, non? Oui. Je vous dis que ce sont des rumeurs. Vous savez? Ah, c'est des rumeurs. Il y a des gens qui ont tendance à croire que parce qu'on est positionné, forcément, on est coopté. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais la plupart des gens, on va dire, bien positionnés qui envoient leurs enfants étudier en France, étudier aux États-Unis. Mais moi, je ne vous parle pas de ces gens, je vous parle de... Je suis en train de... Parce que vous avez évoqué le fait que, oui, voilà... oui, mais ce n'est pas spécifiquement camerounais, attention. Non, il y a cooptation à tous les niveaux. C'est complètement faux. Ah, c'est faux. À partir du moment où, et je parle de ces exemples-là, les gens qui envoient leurs enfants étudier, par exemple, en Occident, est-ce qu'il y a la corruption ici? Comment font ces enfants pour réussir? Donc, je crois qu'en certains moments, il y a plein d'enfants de planteurs qui ont réussi. Ne me dites pas. Sinon, ça veut dire que ces gens-là, ils sont quoi? C'est vrai qu'il y a la polygamie chez nous. Ils ont combien? Ils ont 30 enfants pour qu'une promotion, par exemple, de l'ENAM, de l'ESTIC, etc., où, effectivement, j'ai fait des trucs. Mais il faut arrêter cela. Merci. La compétence. Alain Jules Meunier, merci. Monsieur Fidèle, tu me crois d'avoir participé à cet échange. Vous avez parlé, Serge Éric Meunier, de Monsieur Dumont.
dans cette émission qui a écrit l'Afrique noire. Très avant-gardiste. Très avant-gardiste. Alors ça me permet de finir cette émission avec une petite anecdote. Quand il avait écrit l'Afrique noire est mal partie, le président sénégalais l'oppose. Il était à Dakar, il enseignait à Dakar. Le président sénégalais l'avait expulsé du Sénégal parce qu'il trouvait... Le président Idio aussi. Je sais. Chassé de son bureau. Je sais pas, parce que il n'avait pas porté de costume. Il trouvait insupportable qu'un agronome blanc vienne nous expliquer que nous sommes mal partis. Et au bout de quelques années, effectivement, René Dumont a été chassé de Dakar. Au bout de quelques années, le président sénégalais... 4 ans après. Le président sénégalais a demandé qu'on lui fasse venir René Dumont. Il était à Paris. On lui apporte le message du président Léopold Sédar Senghor qui le reçoit à la présidence à Dakar. Il lui dit, Monsieur Dumont, vous aviez dit il y a quelques années que l'Afrique noire est mal partie. Je vous ai fait expulser du Sénégal et je vous ai fait venir pour vous dire que vous aviez raison. La question aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes toujours sur le mauvais départ ou sur le bon départ? Le débat est lancé. Merci à vous. Merci. Je pourrais vous dire que je vous remercie d'être venu. Nous avons fait ce débat. Il faut quand même que nous sachions que l'espoir est possible. Les Camerounais rêvent d'un changement. Le changement signifie le changement de leurs conditions. Merci. Le changement de leurs conditions sur tous les plans. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Cameroun qui tient sa présidentielle le 12 octobre 2025. Merci à vous d'avoir été nombreux à notre compagnie et restez fidèles à nos programmes, au programme de NCA, la nouvelle chaîne africaine, désormais sur le bouquet Canal Plus Afrique 573. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.